Madame, Monsieur, bonjour ou bonsoir et bienvenue dans cette émission spéciale co-organisée avec l'entreprise Credendo. Credendo, assureur crédit exportation de nos entreprises belges. Alors, nous allons parler de la montée du populisme et en particulier de la polarisation des sociétés ou de nos sociétés. Et pour en parler, nous avons deux spécialistes ici à côté de moi dans ce studio. D'abord, Nabil Gijakli. Bonjour. Bonjour. Alors Nabil est député CEO de Credendo. Merci d'être là à nos côtés. Et puis le jeune de la bande des trois, si je puis dire, Benjamin Biard, qui est donc chercheur au CRISP, le Centre de recherche et d'information sociopolitique. Et puis j'ai aussi appris que vous étiez enseignant ou en tout cas chargé de cours à l'université de Namur et de l'UCL, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait, bonjour. On va démarrer tout de suite avec la thématique de la montée du populisme. Et je vous regarde, vous, Nabil, pour la première question. Et c'est vrai que cette thématique est absolument d'actualité, puisque au moment où on enregistre cette émission, on sait que Donald Trump a gagné les élections, qu'il va accéder à la Maison-Blanche. On peut dire que le populisme est aujourd'hui à la tête de la première puissance économique. J'ai envie de vous poser la question toute bête, toute simple, Nabil, c'est quels sont les facteurs qui expliquent cette montée du populisme ? Ce n'est pas une question si simple que ça. D'abord, vous me permettrez de dire que le populisme, c'est un peu comme les marées. Elles montent et puis elles descendent. Rappelez-vous, il y a quelque temps, en Pologne, les Kaczynski ont perdu les élections, Tusk est revenu. Et 3 semaines après, c'était en Hollande où Wilders gagnait les élections. Donc, il y a des montées et des descentes. Voilà. Ceci étant, Benjamin ne me contredira pas, sur les 20 dernières années, on assiste malgré tout à une montée. Alors, cette montée, elle se repose sur quoi ? Il y a le discours et la méthode. Le discours, c'est essentiellement un discours où chaque mouvement populiste s'appuie sur la peur de l'immigration, sur les flux migratoires avérés ou pas. Ou fantasmés. Ou fantasmés. Deuxième ressort dans le discours, c'est un peu... je vous ai compris. Donc c'est un peu les oppositions entre les personnes qui se sentent, à tort ou à raison, exclus ou en masse d'exclusion, les ouvriers qui perdent leur emploi industriel, la classe moyenne qui a peur de se paupériser. Dans le cas du Brexit en Angleterre, c'était les campagnes et les villes. C'est aussi les élites, le discours contre les élites, une société de la connaissance où on se sent un peu exclu. Donc il y a à la fois comprendre les frustrations, comprendre les peurs. Ça, c'est au niveau du discours. Au niveau de la méthode, ça s'appuie sur des choses beaucoup plus concrètes, notamment dans le programme de politique économique, mais on y reviendra dans un instant. Alors Benjamin, vous revenez sur ce que vient de dire notre ami Nabil. Ce sont des raisons de crise identitaire, de perte de souveraineté qui sont à l'origine de cette montée du populisme, notamment aux États-Unis, mais pas que. Il y a plusieurs éléments, et tout dépend d'ailleurs de quel type de populisme on parle, si c'est le populisme de droite ou d'extrême droite, ou de gauche ou d'extrême gauche, ou encore un autre type de populisme qui serait plus difficile à classer. Bon, il y a un vote d'adhésion aux idées, c'est très clair. En Flandre, par exemple, au printemps dernier, des sondages ont indiqué que la préoccupation première des Flamands, c'était l'immigration. Et donc, dans un contexte parfois où cette thématique revient au cœur de l'actualité, un contexte de crise migratoire, crise sécuritaire, on sait que c'est un sujet sur lequel se positionnent beaucoup certaines formations populistes, particulièrement à l'extrême droite, par exemple, ça renforce ces formations politiques. Le deuxième élément, c'est aussi finalement un vote de protestation. Tant à gauche qu'à droite d'ailleurs, ces formations populistes surfent sur un certain ressentiment par rapport au fonctionnement de nos démocraties actuelles, une crise de la démocratie représentative qu'on a déjà pu observer il y a plusieurs décennies déjà, mais qui semble toujours plus s'approfondir ou en tout cas prendre d'ampleur dans nos démocraties occidentales de manière générale. Troisième élément, c'est propre aux stratégies développées par ces formations elles-mêmes et singulièrement à l'extrême droite, ce sont des stratégies de dédiabolisation. Entreprises par Marine Le Pen en France depuis 2011, mais également dans un ensemble d'autres pays. Qu'ils se montrent fréquentables. Plus respectables, plus fréquentables, à travers généralement pas tant d'évolution sur le fond, sur le plan programmatique, mais davantage sur la forme, sur la manière de communiquer, sur le symbole aussi. Et on peut voir qu'aujourd'hui, le taux d'acceptabilité du Rassemblement national en France est finalement au plus haut si on compare les
30 dernières années. Et puis, quatrième facteur, je ne suis certainement pas complet, et je pense que c'est complémentaire avec ce qui a été dit avant, ce sont finalement les stratégies pas tant déployées par ces formations populistes, mais par d'autres formations, qui à certains égards contribuent à banaliser leurs idées, à les rendre aussi peut-être plus respectables, par exemple en négociant des accords de coalition avec elles du niveau local au niveau national. Est-ce que vous engloberiez aussi là-dedans, par exemple la Belgique, puisque c'est dans l'actualité, le PTB qui a maintenant accès au pouvoir dans certaines communes ou villes importantes de Wallonie? Oui, alors évidemment, ça dépend de quel endroit de la Belgique on parle. Si on parle du populisme d'extrême droite, c'est singulièrement en Flandre qu'il se développe. On a justement en Wallonie, à Bruxelles également, une populisme d'extrême gauche européenne avec l'absence de populisme d'extrême droite. Mais c'est vrai qu'il y a le PTB, pas seulement en Wallonie d'ailleurs, qui commence à progresser aussi de manière importante depuis 2019 et certainement depuis le 9 juin 2024 avec le PVDA, en Flandre également. Et on voit que en Wallonie, à Bruxelles, le PTB aujourd'hui accède à des responsabilités au niveau local, ce qui peut contribuer aussi à le normaliser d'une certaine manière. Donc oui, cette analyse, je pense, est tout à fait valable pour la Belgique aussi. Alors Nabil, en quoi est-ce que ces mouvements populistes peuvent se distinguer des autres mouvements politiques selon vous? On a commencé un petit peu à y répondre, mais... Mais en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il y a beaucoup d'opportunisme. J'ai souvent le sentiment que la religion n'est pas faite. Il y a une variation des thèmes en fonction finalement de ce qu'un populiste pour gagner sans le peuple, en fin de compte, sans vers où il faut aller. Et donc ce qui va se passer, c'est vraiment surfer sur la vague. Mais il y a toujours, je pense, un substrat commun, c'est glorifier parfois le passé de manière illusoire. C'est aussi... C'était mieux avant. C'était mieux avant. Oui. Même si c'est faux. Et le cas, même si c'est faux, Trump est élu notamment sur cette impression réelle que l'inflation, que le coût de la vie a augmenté et que la population a des besoins qu'on ne rencontre pas. Or, quand il est arrivé au pouvoir, Biden a hérité d'une mauvaise situation. Finalement, il s'en est pas trop mal sorti. Donc, on surfe sur la vague. Et c'est encore pire, si je puis dire, Nabil, dans le sens où s'il impose des tarifs douaniers, l'inflation va augmenter dans son pays. C'est un des effets collatéraux que l'on peut attendre. Mais en tout cas, un autre élément qui moi, me frappe, c'est qu'on remplace l'argumentaire, en tout cas dans une campagne, on a très peu parlé programme, par des slogans, des punchlines, où on simplifie les choses. Or, la réalité aujourd'hui est d'une complexité extraordinaire, à la fois par la somme des connaissances acquises, mais aussi par les problèmes auxquels on fait face. Et donc, le populisme est une manière de simplifier les choses. Les populistes, lorsqu'ils arrivent au pouvoir, en réalité, attisent des crises, je pense, et en tout cas les rejets ou la partition de la société. Mais d'un autre côté, lorsqu'il faut gérer une crise, je pense qu'ils sont très déficitaires, ou déficients. Pensez à Trump au moment du Covid ou à Boris Johnson au moment du Covid. Donc, on attise des crises, mais pour les gérer, ça, c'est autre chose. Alors, Benjamin, je reviens vers vous. C'est une question que je pose aussi, évidemment, à notre ami Nabil. Vous avez d'ailleurs consacré au populisme votre mémoire de fin d'études, votre doctorat, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises. On est dans une chaîne économique, sur une chaîne économique. Donc, ce qui nous importe aussi, c'est de savoir quel impact cette montée du populisme a sur l'économie au niveau mondial et notamment sur un certain nombre d'alliances économiques qui peuvent se faire ou se défaire. Alors à nouveau, tout dépend de quel type de populisme on parle. Selon qu'on parle d'un populisme de gauche ou de droite, ce ne sera pas la même chose, on n'aura pas le même résultat. Entendu. Par ailleurs, les formations populistes de droite ou d'extrême droite n'ont pas toutes le même positionnement, le même programme en matière socio-économique. Certains sont davantage favorables à un renforcement de l'État-providence, par exemple. Le PIS polonais en est une illustration. D'autres évoluent à travers le temps. Le Front National devenu RN aujourd'hui a en matière socio-économique des positionnements qui ont varié. Et puis d'autres formations dans le sens de RN, 2 secondes, oui. Parce que vous allez assez vite. Dans RN, ils étaient plutôt ultra-capitalistes, ou en tout cas ultra-libéraux. Et aujourd'hui, on le voit bien, l'extrême droite a souvent un programme presque de gauche, sur le plan économique. Se dote d'une série d'accents plutôt de gauche, effectivement, plus marqués à gauche, sans en faire des partis de gauche non plus, bien entendu. Mais on voit effectivement cette évolution dans le but d'aller capter le vote d'un électorat populaire, notamment un électorat... C'est ce que j'appelais l'opportunisme, de surfer sur la vague en fonction de la sensation de ce que le peuple veut entendre. Mais donc ça, c'est intéressant ce que vous dites tous les deux, dans le sens l'opportunisme, c'est-à-dire en fait, sur des thématiques identitaires et tout, je joue la carte
certes plutôt extrême droite, identité, il faut sauvegarder, je dirais, le côté ethnique du pays, et puis de l'autre côté, au niveau économique, je tends la sébille, je distribue des cadeaux, et donc j'ai plutôt une politique gouvernementale de gauche. Et cet opportunisme, on le retrouve d'ailleurs aussi dans d'autres domaines, sur la question du genre, par exemple. On voit l'extrême droite évoluer en se présentant, par exemple, comme défenseur de la cause des droits des femmes, des minorités sexuelles aussi, dans un but de, finalement, mieux s'opposer à l'islam, aux migrations notamment issues de pays à majorité musulmane, de manière ainsi à instrumentaliser cette thématique et mieux servir son agenda identitaire, en tout cas si on parle de populisme d'extrême droite ici. Et alors Nabil, vous êtes à la tête d'une entreprise qui a pour fonction d'assurer les crédits et investissements des entreprises belges à l'étranger. Vous voyez ça comment, cette montée du populisme? Alors sur le plan des relations économiques internationales, oui, puisque c'est de ça qu'il s'agit, il y a plusieurs caractéristiques qu'on retrouve à chaque fois. Il y a en tout cas un reflux du libre-échange, un discours où on veut taxer plus les importations, donner la préférence à l'industrie nationale. Et donc ça se traduit dans un premier temps, soit par des menaces, soit par une réalité de frein au libre-échange. On augmente les taxes, on favorise l'industrie locale. La deuxième chose qui se passe aussi, c'est une remise en cause de toute une série de mécanismes internationaux, que ce soit les traités de libre-échange multilatéraux, soit au sein de l'OMC, soit des traités bilatéraux. Et donc là aussi, on a un repli sur soi, mais qui n'est pas toujours forcément néfaste, puisque on assiste à une plus grande autonomie dans un certain nombre de cas. Les États-Unis sont redevenus producteurs et même exportateurs d'énergie. Oui. On peut discuter sur les questions climatiques. La troisième chose qui est certaine, c'est qu'en ce qui concerne la politique économique nationale, j'ajouterais une chose, Benjamin, c'est que bien souvent, on opte pour une déréglementation. Moins de lois, moins de red tape, comme on dit chez les anglo-saxons. Et alors, souvent, on est élu sur un discours où on veut baisser les impôts, alors qu'une fois arrivé au pouvoir, dans un certain nombre de cas, c'est ce que vous disiez, Benjamin, on ouvre à fond les dépenses publiques. Nabil, Benjamin, quand je vous écoute tous les deux, aujourd'hui en tout cas, avec l'arrivée de Trump, première puissance économique mondiale, première puissance militaire, géopolitique, etc., est-ce qu'on peut dire que, on va assister à une déréglementation qui va être néfaste pour un certain nombre de secteurs en Europe, et aussi à une guerre commerciale, et donc on va assister à ce dont on parle depuis quelque temps, une forme de démondialisation. C'est quelque chose qui, vous, en tant qu'assureur crédit, vous inquiète ? En tout cas, c'est inquiétant parce que les libre-échanges a permis une baisse de la pauvreté à travers le monde. Ceci étant, il n'y a pas une rupture entre l'administration Biden et ce qu'on peut attendre de l'administration Trump. Si on regarde sur les 3 dernières années le nombre de mesures qui ont été prises pour endiguer le commerce international, on est à plus de 3000 mesures du côté des États-Unis, donc sous l'administration précédente ou toujours actuelle. Oui, toujours actuelle, ouais. Et le même nombre du côté chinois. Donc on ne va pas assister à un renforcement. Par contre, il y a un côté imprévisible qui peut être très embêtant, surtout pour les entreprises qui n'aiment pas l'imprévisible. Ça, c'est un peu la marque de fabrique de Trump. Alors, revenons au populisme que vous avez étudié à travers votre thèse et puis que vous enseignez aussi à l'université. Le populisme a pour tendance souvent d'avoir une vision assez binaire des choses. Eux versus nous, eux contre nous. Alors, ça peut se voir au sein d'un pays. Vous avez fait allusion au Rassemblement national en France, mais ça peut être aussi un continent par rapport à un autre. Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact de délitement, puisqu'on parle, le sous-titre aussi de cette émission, c'est la montée du populisme et aussi la polarisation de la société. C'est une simplification dans le discours, finalement. Et cette différence entre eux et nous, c'est ce que le populisme en soi définit. Le populisme, c'est un style de communication qui crée un antagonisme entre un peuple, paré ou présenté en tout cas comme paré de toutes les vertus, le peuple de personnes qui se lèvent tôt le matin pour aller travailler, qui subit notamment un tas d'agressions au quotidien, auxquelles on oppose les élites. Les élites qui sont des élites plurielles, politiques, économiques, médiatiques, académiques, culturelles, etc., etc., qui, elles, pour le coup, sont présentées comme responsables de tous les maux de la société. Et l'art du populisme, si j'ose dire, c'est de réussir à créer un antagonisme entre le peuple et les élites, et lorsqu'elle arrive au pouvoir, de rester finalement, malgré qu'elle fait partie
de cette élite, finalement, de parvenir à se présenter comme, finalement, toujours en étant issu du peuple et victime de l'establishment. Et donc là, on est vraiment dans la logique populiste même, telle qu'elle peut ensuite se décliner selon l'idéologie des personnes qui vont la développer, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Alors cette critique des élites auxquelles fait allusion Benjamin, c'est aussi quelque chose qui est de nature à vous inquiéter, notamment une forme de délitement, ça pourrait provoquer une forme d'élitement de la démocratie? Moi, j'ai l'impression que ces 20 dernières années, en tout cas sur le vieux continent, on assiste à une fragmentation du paysage politique. Et il y a toute une série de partis. Les partis dominants traditionnels perdent des plumes à chaque élection. Apparaissent de nouveaux partis. C'est intéressant de dire le populisme d'extrême gauche ou d'extrême droite, ou de droite extrême, de gauche extrême. Prenez l'exemple italien, le mouvement 5 étoiles. Il a été extrêmement éphémère. D'autres mouvements en Espagne, même chose. Podemos. Donc, fragmentation du paysage politique, avec une offre politique qui se diversifie, qui gagne des voix à certaines élections, qui en perdent les fois d'après, mais ce qui a une conséquence sur l'ensemble des acteurs politiques, c'est le renforcement du court-termisme. On est obligé de mener des politiques en fonction des sondages des prochaines élections. Je rappelle quand même que Hollande n'a pas été réélu, Sarkozy n'a pas été réélu. Donc, du côté de Macron, ça a été la même chose. Finalement, il a été réélu, mais il n'a plus sa majorité. Donc, fragmentation du paysage politique. La réélection est de plus en plus mise en question. Des alliances sont indispensables pour arriver à gouverner. Et donc, vous arrivez avec une politique à court terme où les décisions importantes sont différées et où aussi les prises de position, les marqueurs à gauche ou à droite disparaissent. Donc il y a pour moi une crise de la démocratie occidentale depuis quelques années et il faut absolument veiller à remédier à ce genre de... Alors Benjamin, est-ce qu'on peut comprendre le vote dans les urnes d'un certain nombre partie de la population qui vote populiste en se disant ça fait des années que les élites auxquelles vous avez fait allusion tous les deux nous disent qu'il faut faire ceci, cela. Moi, tout ce que je vois, par exemple, c'est que le chômage augmente, que la dette publique augmente, que le déficit budgétaire, que tous les 5 ans, tous les 4 ans, on nous demande de serrer la ceinture. Et ces gens-là qu'on fustige, qu'on critique, on les a jamais essayés. Est-ce qu'au finalement, c'est pas le « on n'a jamais essayé », autant essayer une fois, voir ce que ça donne? En partie, c'est vrai que c'est un discours qu'on a souvent entendu, notamment dans le nord de la France, certaines personnes qui disaient « j'ai voté communiste, j'ai voté socialiste, j'ai voté Nicolas Sarkozy, finalement notre situation ne s'est pas améliorée, pourquoi ne pas essayer le Rassemblement national ?» Alors, ça peut être considéré comme tel, néanmoins, il y a quand même, selon les pays, selon les contextes des cas où cette option a été tentée, a été essayée sans nécessairement de grands succès, par exemple. Et puis, globalement, on est quand même aujourd'hui dans un contexte où ces formations se développent particulièrement bien, avec la capacité à mettre en œuvre directement des politiques publiques qui peuvent mettre sous tension la démocratie. Alors Nabil, vous, votre job chez Credendo, qui n'est pas un job facile, notamment avec vos équipes, c'est d'assurer donc les crédits à l'exportation, à l'investissement de nos entreprises belges à l'étranger. J'imagine que dans l'analyse que vous faites, et notamment qu'on peut retrouver à travers cet atlas des risques mondiaux, le même terme ne signifie pas la même politique, au niveau économique, j'entends. C'est clair. Et maintenant, ça signifie aussi que pour les entreprises, elles doivent s'adapter. Si je prends l'Inflation Reduction Act, qui a été une manière pour l'État américain, pour les États-Unis, qu'on investisse, que les entreprises étrangères viennent investir aux États-Unis, je ne pense pas que ça changera avec l'administration Trump. Ce qui veut dire que les industries européennes ont un intérêt quelque part à délocaliser. Je pense qu'il Pourquoi ? Parce que l'énergie est moins chère, parce que l'impôt des sociétés sera plus faible. Parce qu'il y a une dérégulation réglementaire, parce qu'il y a une imposition des profits qui est différente. Il y a certains États comme le Delaware qui sont beaucoup plus favorables. Et il y a aussi l'État de Joe Biden d'ailleurs. Il y a aussi des réglementations, l'énergie effectivement moins chère parce que les États-Unis sont devenus des producteurs mondiaux. Donc ça, c'est des exportateurs mondiaux. À côté de ça,
il y a, et ça je pense que c'est important, la déréglementation est un élément. En Europe, nous sommes extrêmement pointilleux sur toute une série de réglementations qui peuvent aller jusqu'à l'entrave à l'esprit d'entreprendre. C'est moins le cas dans d'autres parties du monde. Et donc, des entreprises belges ou les entreprises européennes vont s'orienter vers d'autres marchés, ce qui est malheureusement un peu antagonisme avec ce qu'il faudrait faire si on veut à nouveau redévelopper notre tissu industriel. Il est important qu'on ait des incitants en Europe. Le cas européen est aussi intéressant. Lorsqu'on regarde les élections au Parlement européen, on va dans le même éclatement des forces politiques et du paysage politique, avec une montée, dans ce cas-là, plus à droite. Et donc, l'Europe reste particulièrement divisée. Par rapport à ça, et pour nos entreprises, on est face à un défi. Est-ce qu'on accélère les choses? Est-ce qu'on prend notre destin en main? Ou est-ce qu'on est dans une position attentiste? C'est le grand point d'interrogation. On peut être optimiste lorsqu'on sait que les Européens réagissent quand il y a une crise. Restons optimistes pour l'instant. Oui, ils ont chaque fois fonctionné en fonction de crise. Mais est-ce que vous pensez que la présence de dirigeants populistes, Meloni par exemple en Italie, etc., ou d'autres, en Hongrie, Orban, qui reprend d'ailleurs la présidence de l'Europe d'ici quelques jours. Il est président. Il est président, pardon. Effectivement, est-ce que ce sont des gens qui ne vont pas jouer plutôt cavalier seul et empêcher l'Europe d'avoir un front uni face à Trump et sa politique de déréglementation, notamment avec la nomination de Musk à ce nouveau ministère de la déréglementation, en fait? C'est encore difficile à dire à ce stade, même si Donald Trump a déjà évidemment été président des États-Unis, mais dans un contexte où, au niveau européen, l'état des forces populistes était différent. Alors oui, effectivement, Viktor Orban était déjà Premier ministre en Hongrie, mais on verra un petit peu comment les choses se passent. On a vu Giorgia Meloni, notamment, qui a évolué à travers le temps. Il n'a pas toujours eu le même type de discours à l'égard des États-Unis, de l'alliance transatlantique notamment, et donc on peut... Et même au niveau de l'immigration. Et en matière migratoire aussi, même si elle conserve quand même l'essentiel de son discours, mais elle se retrouve confrontée à la réalité du pouvoir où les paroles parfois un peu simplistes, les propositions qu'il est plus facile de tenir sur un plateau, eh bien, parfois sont plus compliquées à mettre en place une fois au pouvoir. Alors Nabil, on arrive tout doucement à la fin de cette émission, malheureusement, effectivement le temps file. Je voulais savoir un peu votre avis, parce qu'il faudrait quand même arriver vers les solutions. Que peuvent faire des acteurs économiques pour remédier à cette situation, à cette montée du populisme qui visiblement a un très large écho auprès d'un certain nombre de populations, que ce soit aux États-Unis et aussi ici en Europe? La question est compliquée parce qu'un des ressorts, c'est l'immigration. Or, notre continent est un continent vieillissant. Donc, quelque part, l'immigration est une des solutions. La question est aussi compliquée parce que sur le plan économique, nous sommes demandeurs de libre-échange, mais il ne faut pas être naïf. Donc, je pense qu'on doit revenir à un discours vrai, prendre le temps d'expliquer les choses. Le paradoxe de la lutte contre les élites, c'est que d'un côté, on se sent exclu de la digitalisation de la société, mais les populistes bénéficient à fond des campagnes sur les réseaux sociaux. Et la troisième chose, ou la quatrième chose, il faut veiller à une redistribution des richesses et un bien-être, répondre à ce genre de demandes qui passent par des réformes, de nos sociétés. Et certainement, une des voies pour l'Europe, c'est de la simplification administrative. Alors Nabil a parlé notamment une des réponses à la pénurie de main-d'œuvre, au vieillissement, à la difficulté de payer nos pensions puisqu'on travaille sous un système de répartition, c'est l'immigration. Mais on n'en veut pas de cette immigration et on le voit dans les pays de l'Est. Quand on l'accepte, elle doit être asiatique. Mais par exemple, pas d'Afrique du Nord ou pas d'Afrique subsaharienne. Et ça dépend d'où, depuis l'Asie aussi, en tout cas dans l'état d'un segment de l'opinion. Ce n'est pas à globaliser, à généraliser, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les formations qui défendent une restriction en matière migratoire, des conditions plus strictes en matière d'accès, par exemple, au regroupement familial aussi, sont des formations qui ont le vent en poupe, qui se portent bien, notamment parce que ces formations ont l'art de
titiller les instincts primaires de la population, de jouer sur les peurs aussi, en matière économique, en matière culturelle, identitaire également. Et ce sont des formations qui, pour le coup, lorsqu'elles se retrouvent au pouvoir, tentent de restreindre le plus possible cette immigration. Et c'est donc là que s'exerce une forme de tension, d'une certaine manière. Alors Nabil, sans doute le mot de la fin, j'ai envie de vous citer, vous vous en souvenez à l'époque, Michel Rocard était Premier ministre de la République française, c'est un homme de gauche, un homme d'une grande vertu, et il disait la France n'a pas vocation à accueillir toute la misère du monde. Et ce qu'il voulait dire par là, c'est que finalement, si on veut lutter contre l'arrivée de cette misère, c'est la croissance. Il n'y a pas d'autre solution que la croissance économique. Et Mitterrand, son mentor, ou son opposant par la suite... Oui, il ne s'aimait pas beaucoup, mais il l'a quand même nommé Premier ministre. Il disait qu'il y avait un seuil de tolérance. Je constate, que toutes les civilisations, par exemple égyptiennes, à un moment donné, ont eu recours à l'immigration. Je constate, que c'est une partie de la solution à nos problèmes. Et je constate, que ça a déjà été essayé, notamment en Allemagne. Et donc, on parle à ce moment-là d'immigration intelligente, avec un certain nombre de profils, avec un certain nombre de niveaux d'éducation et un certain nombre de quotas. C'est une manière de pouvoir convaincre les gens, les populations, mais je pense qu'il y a des tas d'autres solutions. Mais ce sera toujours un mix de solutions et pas une seule. Parfait. Nabil et Benjamin, je vous remercie tous les deux à la fois pour votre temps et le partage de votre expertise. Et je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine avec un autre épisode consacré à l'Atlas des risques mondiaux, dont vous voyez ici l'équivalent, mais dans le magazine économique Trends Tendance. Et je vous retrouve la semaine prochaine, où Olivier Mouton, pour un autre épisode de cet Atlas des risques mondiaux, ici sur cette chaîne Canal Z. Merci et à bientôt.